a deux avantages concurrentiels primaires ici. Donc, en utilisant la bibliothèque le prompt ici, issu de la bibliothèque de prompt de base, on a ce type de réponse. Donc, l'avantage concurrentiel, il est large, il est de plus en plus en croissance. Pourquoi est-ce qu'il affirme cela? Déjà, on commence par le résumé. Donc, Euronext s'appuie sur un avantage concurrentiel étendu, donc large, fondé sur un effet de réseau de son bassin de liquidité unique et sur des coûts de changement élevés liés à son infrastructure post-marché intégrée. Alors, quand vous avez ce type de réponse-là, le plus important, c'est de comprendre de quoi on parle. Pourquoi est-ce qu'il précise cela? Un tout petit peu plus bas, on a premier mode ici, on a le switching cost. Donc, comme mode primaire, il a identifié deux niveaux, effet de réseau et switching cost. Je rappelle ici qu'une entreprise peut avoir plusieurs avantages concurrentiels. Chaque avantage concurrentiel peut être soit large, soit étroit, soit en déclin, soit stable ou bien en croissance. Le plus important ici, c'est toujours de savoir pourquoi est-ce qu'il est large, pourquoi est-ce qu'il est en déclin, pourquoi est-ce qu'il est stable. Ça, ce sont des questions supplémentaires. Mais déjà, il faut identifier si ces mots-là sont présents. Ici, on peut mettre un nom dessus, si on peut les labelliser. Donc, switching cost, pourquoi? Et c'est l'un des... Vous savez que les modes que j'aime généralement, ce sont les switching costs, les effets de réseau, et qui sont généralement difficiles enfin, difficiles généralement à... comment on dit ça? À disrupter, d'accord? Mais ce n'est pas impossible. Donc, en termes de switching cost, l'intégration verticale couvrant la cotation, la négociation, la compensation via Euronext Clearing et le règlement livraison, donc règlement livraison par dépositaires centraux, crée un verrouillage opérationnel pour les institutions. Alors, je peux faire simple, hein, je copie ceci, je viens là, je fais juste recherche, parce que c'est parfois une manière ici de vérifier l'information. Je viens en mode IA, c'est gratuit, hein, c'est directement sur... c'est directement ici sur Google. Et je peux mettre ici, tout ces éléments, je mets pourquoi. Pourquoi. Voilà. Donc, déjà, quand je copie cet élément-là, il va m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a tous ces mécanismes de verrouillage vertical, renaître progressivement, l'effet silotage, machin, machin. Et le pourquoi ici, il va essayer d'aller un peu plus en profondeur. Je peux mettre pourquoi un certain élément, donne-moi les éléments factuels, explique-moi ça plus simplement, avec des exemples factuels. Bref, un ensemble de questions qui me permet uniquement de mieux comprendre. D'accord? Je ne prends juste pas la réponse ici, même si ces prompts-là sont calibrés pour donner la réponse la plus véridique possible. J'insiste sur le thème, plus véridique possible. Ils sont calibrés déjà au niveau de la construction, mais également au niveau des paramètres ici personnels qu'on aura tendance à rajouter. Je vous avais donné un prompt gratuit pour ça par rapport à ça. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Maintenant, je continue. Rediriger les flux d'exécution des architectures de compensation ou des contrats dérivés d'indices vers un marché concurrent engendrerait des coûts d'adaptation technique et des exigences de fonds propres supplémentaires pour les membres négociateurs. La question qui suit, c'est pourquoi? On ne va pas répondre à cette question-là, mais déjà, c'est de comprendre que c'est présent. Ensuite, il y a du raisonnement, il y a des éléments ici qui soutiennent son raisonnement. Deuxième avantage concurrentiel, enfin, celui-là, il n'est pas primaire, mais il est présent, c'est l'actif intangible. Il est plutôt stable, il est plutôt large. Pourquoi? Euronext détient ici les agréments exclusifs d'opérateurs de marché réglementés dans 7 pays. Agréments exclusifs d'opérateurs de marché dans 7 pays européens et possède les marques d'indices boursiers nationaux majeurs comme le CAC 40, l'AEX, le BEL 20, l'OBX, le PSI 20. Donc, la conformité réglementaire stricte et la détention de ces marques d'indices incontournables forment une barrière juridique et réputationnelle que les nouveaux entrants ne peuvent pas reproduire. Ce n'est peut-être pas un mode primaire ici, mais il est assez solide celui-là. Donc, c'est une autorisation légale difficile. On n'en accorde pas 2 ou 3 ou 4. OK? Donc, c'est le seul à lutter. On a presque un monopole de manière générale à ce niveau-là. Ensuite, on a l'effet de réseau. Le groupe rassemble la liquidité de 8 marchés nationaux au sein d'un carnet d'ordre unique, constituant la première plateforme d'action au comptant en Europe. Donc, la concentration du volume de transactions améliore l'exécution et réduit les spreads de cotation, ce qui attire davantage d'investisseurs et de courtiers dans une boucle d'auto-renforcement. Ça, j'aime également, et il est en pleine croissance. OK? Quatrième élément ici, c'est le coût de production. Pourquoi? Il est présent, mais il est plutôt stable.
L'acheminement de l'ensemble des marchés boursiers du groupe sur la plateforme informatique centralisée Optic permet d'exécuter des volumes massifs avec un coût marginal très réduit. Cette économie d'échelle technologique procure un avantage de structure de coûts face aux acteurs boursiers régionaux de taille plus restreinte, même si d'autres opérateurs boursiers internationaux disposent d'infrastructures d'échelle équivalentes. Donc, il est présent, il n'est pas assez large, mais ça permet de soutenir l'ensemble. OK? Donc, vous pouvez voir ici qu'on a combien de modes? Switching cost, intangible asset, network effect, low cost production. Il y en a 4. Contre-positionnement ici, ça n'a pas lieu d'être ici parce que Ronex applique un modèle économique d'opérateurs d'infrastructures de marché intégrés. Donc, ses concurrents diraient qu'ils sont Dashboards, LSEG, qu'on a déjà également étudié ici, dernièrement d'ailleurs. Je pense qu'on a fait même une note d'analyse dessus. Donc, London Stock Exchange, et je pense même que j'ai fait des notes d'analyse ici sur plusieurs entreprises dans le domaine ici des fournisseurs ici, des bourses et des fournisseurs ici de données financières. OK? Donc, on dit ici que, dépendamment de ses concurrents, elle exploite des architectures tarifaires et opérationnelles similaires. Donc, il n'y a pas de contre-positionnement. Ici, j'ai déjà expliqué c'est quoi contre-positionnement et je vous ai déjà orienté vers le livre en question qui peut mieux vous expliquer c'est quoi le contre-positionnement. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, la sensibilité des résultats à la baisse des volumes, enfin, ça, c'est au niveau des risques ici. Hein. Le risque primaire ici, c'est la sensibilité des résultats à la baisse des volumes d'échange. Donc, si les volumes d'échange diminuent lors des périodes de faible volatilité boursière, ça peut avoir un impact global sur la compagnie. Mais on s'entend ici que c'est également un élément temporaire. Après, vous avez la compétition ici par rapport aux différents concurrents, etc. Ça, c'est autre chose. Mais déjà, quand je vois Deutsche Börse et LSEG, de toute façon, toutes les bourses sont intéressantes. Ce sont de bons business. OK? Donc, maintenant, passons au niveau de l'analyse quantitative. Qui se souvient quand cette compagnie se négociait à un prix équivalent ici à presque quoi 10 fois les bénéfices? Ça, on était en 2023. Vous pouvez aller vérifier. C'était déjà assez intéressant. Et pour moi, ça m'a toujours étonné qu'elle s'est négociée à moins de 15 fois les bénéfices, etc. Bref, en tout cas, j'espère que certains en ont profité. Aujourd'hui, c'est un business, ce genre de business va se négocier au moins une vingtaine de fois de bénéfices. Ils ont généralement des monopoles naturels. OK? Donc, si on prend ENX, voilà, on met ça ici, globalement. Croissance des revenus, c'est parfait. Grosse margin, je sais déjà qu'elle aura tendance à être dans ma watchlist. Donc ensuite, marge brute ici, on est presque à 100%, enfin même pas qu'on est presque, on est à 100% de marge brute, mais c'est la marge d'EBITDA qu'il faut jamais regarder ici, sa stabilité, on a presque 58% et c'est même en croissance de manière générale. Ensuite, on a ici, on va comparer ici les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Ici, on les met sur le même graphique, on constate que c'est le cas, les free cash flow, enfin, les free cash flow sont jamais plus élevés que les net income. Ici, c'est encore mieux. Mais maintenant, le pourquoi de cet élément, il ne faut jamais le négliger. Il faut aller vérifier pourquoi on a ces éléments. Est-ce que c'est ponctuel, etc. Donc, vu que c'est une entreprise qui a eu tendance ici à consolider un secteur d'activité, donc vous pouvez voir ici qu'on aura tendance à avoir des acquisitions. Et donc, on a peut-être ici comment on appelle ça? On a peut-être ici des charges non financières qui impactent le bénéfice net, mais qui n'impactent pas ici les free cash. Je le dis comme ça, je ne vous ai pas dit que je suis allé vérifier ou quoi que ce soit. Dans tous les cas de figure, si vous décidez de faire du stock picking, vous savez lire vos bilans comptables de manière générale. Donc ici, c'est combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce type d'entreprise? Moi, je pense que ça sera au moins 20 fois, une vingtaine de fois les bénéfices. Mais ce marché-là, ici, le marché a eu tendance à payer sur les 20 dernières années aux alentours ici de 16 fois les bénéfices pour Eunex. Sur les 10 dernières années, 16 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 15 fois les bénéfices. Bref, globalement, c'est 15 fois les bénéfices. Donc, entre 15 et 20. Et dès le début, je vous ai toujours dit que ce business mérite au moins une vingtaine de fois les bénéfices. Donc, je vais me limiter à 20 fois les bénéfices. Et encore, s'il y a de la croissance, etc., voilà, la croissance peut être par acquisition de manière organique ici, dépendamment de la stratégie du management, il peut avoir une croissance plus élevée que ça. Je paye 20 fois les bénéfices. Dette nette ici, on a une dette nette ici aux alentours de combien? Aux alentours de 1,3 milliard. La dette nette sur EBITDA. Donc, dette nette sur EBITDA, est-ce que l'entreprise a les moyens en moins de 5 ans ici? On a 1,2 ici par rapport au free cash flow qu'on génère. Bon, on peut opérer la dette nette ici en moins d'un an, disons en moins de 2 ans. Imaginons même qu'on prend les net income, ça revient ici à moins de 2 ans globalement ici. So, maintenant, quand je vais au niveau de Fastgraph, c'est un business qui est légèrement prévisible. Comme vous pouvez le voir, 100% du temps, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Et quand on regarde l'évolution de ces prévisions sur les derniers mois, ils sont de plus en plus optimistes. Exemple simple, il y a un an, donc on était en 2025, à la même période, ils s'attendaient à peu près à 8,47 $.
par rapport à 2028. Aujourd'hui, c'est combien? 9,43 $. C'est de plus en plus en croissant. Donc, à 20 fois les bénéfices, ça donne combien ici? Ça donne à peu près aux alentours de 189 euros. 189 euros moins la dette nette. J'enlève toujours la dette nette. Après, vous faites ce que vous voulez. 189 euros ici, moins 17. Donc, ça fait à peu près combien? 1, 8, 9. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Voilà. 189. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ok. On va le mettre en scientifique. Voilà. Donc, 189 moins 17, ça donne à peu près aux alentours de 172 euros. Donc, je vais dans ma watchlist, ce que je vais actualiser ici, et je mettrai comme target price concernant Euronext aux alentours des 172 $. Euronext, où est-ce que tu te trouves? Euronext, où est-ce qu'on a ça? Euronext, donc c'est E. Voilà. Euronext. Euronext. Voilà, 172. La dernière fois, on était à 144 $. Enfin, 144 euros. 172 ici. Voilà. Et c'était en octobre 2025. On met ça là. Et donc, le prix actuel, enfin, en dessous de ces prix-là, ça reste intéressant. Maintenant, le prix actuel est intéressant, machin, ça dépend de vos compréhensions du business, etc. Dans tous les cas de figure, je la mets dans ma watchlist ici. Maintenant, concernant c'est une entreprise est-ce qu'elle a tendance à racheter ses actions? Comme on peut le voir ici, c'est plutôt timide, mais voilà, c'est quand même présent. Mais bon, c'est pas encore. J'aurais préféré un rachat d'actions massif, mais bon, ça reste une entreprise qui, encore, c'est pas si le plus important ici. C'est pas forcément mauvais ce que je vois ici avec l'augmentation du nombre d'actions, etc. C'est généralement le bénéfice par action qu'il faut regarder quand il y a un nombre d'actions qui augmente comme ça. Et surtout, pourquoi est-ce que le nombre d'actions augmente? Donc, vous pouvez voir que le bénéfice par action augmente quand bien même il y a quand bien même le nombre d'actions a presque doublé. Enfin, je pense qu'on a presque plus 50% ici, pas presque doublé ici. Donc, globalement, ça ne me dérange pas. C'était également dû à une acquisition. Donc, est-ce qu'elle verse un dividende ici, cette compagnie? En tous les cas de figure, en date d'aujourd'hui, pour faire simple, on me demande de payer aux alentours de 148 euros, un business prévisible qui pourrait rapporter aux alentours de 143 euros d'ici 2028. Ça donne un rendement global de 6,37%. Le dividende, il est de combien? 2,15. Donc, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Bref, vous allez retrouver ici les prompts en question en description de la vidéo. Je rappelle également ici que ces prompts-là, la bibliothèque de prompts permet aussi de financer notre projet qui est également en description de la vidéo. Merci, au revoir.